The Creator est peut-être la preuve vivante que l'on peut encore inventer des choses aujourd'hui au cinéma. Oui, The Creator, c'est le nouveau film SF de cette fin d'année qui a été réalisé donc par le réalisateur Gareth Edwards, à qui l'on doit le film Godzilla qui a ouvert ou créé même le Monsterverse tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui nous a permis d'avoir Godzilla vs Kong notamment, et c'est aussi lui qui a réalisé l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur film Star Wars Rogue One Story. Avec The Creator, il a décidé de créer son univers de toutes pièces en se basant sur ses différentes inspirations qu'il a vues tout au cours de sa vie en tant que réalisateur ou encore en tant que spectateur tout simplement, comme Apocalypse Now, Akira et j'en passe. Et on peut dire tout simplement qu'avec The Creator, Gareth Edwards a voulu créer un tout nouvel univers qui ne se basait en fait quasiment sur rien. Et donc, dans cette vidéo, on va revenir sur le film The Creator que j'ai pu voir en avant-première au Ciné Pathé Gaumont Quai d'Ivry et vous dire un peu ce que j'en ai pensé au niveau de l'histoire, au niveau de plein d'autres choses comme les personnages, la musique, etc. Et bien entendu, je vais, pour voir cette vidéo, tout simplement dire ce que je pense de la créativité de Gareth Edwards dans ce film. Car, on ne va pas se mentir, depuis quelques temps ou même quelques années, en fait, au cinéma, on n'invente plus rien. Attention, je m'explique, quand on se tourne du côté notamment des blockbusters. Je pense par ailleurs à tout ce qui concerne, je sais pas, allez, regardons du côté de Marvel, voilà, tous les films Marvel, de toute façon, ça reste des adaptations de choses qui existent déjà. Donc Iron Man, Captain America, bon, il y a des 80 années d'histoire, des centaines d'années d'histoire même pour certains, presque. Donc on va pas se mentir encore une fois, ça va être la phrase de cette vidéo. On ne crée plus grand chose. On ne crée plus grand chose malheureusement. Et je pense encore une fois au film de cette année, parce que vous allez peut-être me dire non mais attends, Ludoverse. Vous pouvez m'appeler Ludo d'ailleurs, parce que m'appeler Ludoverse, ça n'a aucun sens. C'est l'univers dans lequel on est actuellement. Mais quand on voit les plus gros films de cette année, il y a parmi eux donc des suites, comme Gardiens de la Galaxie 3, qui concluait les aventures des Gardiens de la Galaxie. Barbie, certes, c'est un film entre guillemets créé de toutes pièces, mais ça se base sur une marque qui existe depuis des années et des années. Donc je vais pas vous présenter Barbie, vous connaissez bien. Et même si on regarde du côté d'Oppenheimer, eh bien ça reste un biopic basé sur l'histoire d'une personne qui a vraiment existé. Donc a priori, vis-à-vis des films de cette année ou des années auparavant, on voit bien qu'on balance plus forcément quelque chose d'innovant, même s'il y a quelques exceptions par-ci par-là. Le fait est que pour The Creator, ça reste quelque chose, de totalement innovant. Un film de science-fiction en plus qui s'ancre sur nos problèmes de société qui nous touchent tout simplement tout de suite, et même de plus en plus avec l'intelligence artificielle qu'on ne présente plus, et qui est d'ailleurs tout autour d'un sacré débat avec la grève des scénaristes et des acteurs actuellement qui arrive à son terme d'ailleurs, mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais bref, en tout cas avec Gareth Edwards, là, il nous a livré quelque chose de totalement inédit, ça fait du bien, ne serait-ce pour tout spectateur qui cherche quelque chose d'un peu différent. Mais au-delà de ça, est-ce que, au niveau de l'histoire notamment, on est sur quelque chose de prenant, quelque chose qui nous tabasse la rétine, pas la rétine, pas forcément, mais qui nous tabasse la tête, la rétine, ça viendra après. Eh bien, je vais répondre à cette question tout de suite, mais avant, il faut bien sûr un petit synopsis pour trouver ses points d'attache avec ce film phénoménal. Donc, je dis phénoménal, parce que je pense vraiment cela, vous allez le voir aussi, mais commençons donc par le synopsis. Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle, IA, se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales, fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le créateur. L'insaisissable architecte d'une IA avancée, à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre et détruire l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse des lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'un jeune enfant. Comme vous avez pu l'entendre avec ce synopsis, on sait directement à quoi s'attendre avec ce film. Voilà, le tout est de savoir si les humains qui sont dans le camp des robots, si je peux les appeler comme ça, ont raison, ou si inversement, les humains qui ont peur de l'intelligence artificielle sont-ils dans leur
on va dire dans leur bon sens, dans leur bonne raison, vous avez compris ce que je voulais dire. Car oui, l'histoire tourne tout simplement autour de ce gros débat qui est: est-ce que l'IA est une menace ou non? Et on peut se le dire clairement, avec ce film, le parti pris qui est présenté, du moins c'est comme ça que je le perçois, j'ai tout simplement l'impression que l'IA, elle est présentée comme quelque chose qui n'est pas mauvais, quelque chose qui, qui est là pour nous aider, qui a des sentiments. Enfin, quand on voit les robots tels qu'ils sont dépeints par Gareth Edwards, on se dit juste que Gareth, il a un tout soit peu pris le parti des robots, dans le sens où ces derniers sont dépeints comme des humains. Ils ont leur propre manière de s'exprimer, leur propre manière de parler, ils ressentent les choses, ça me fait même penser à un moment dans le film où il y a un robot qui tout simplement est en train de fumer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est exactement, le moment était assez rapide, mais le robot fume un truc, et le robot, encore une fois, est totalement défoncé à cause de ça, et je trouvais ça assez cocasse, ce délire de mimétisme des robots par rapport aux humains. Et d'ailleurs, on parle de mimétisme, ces robots-là, ils portent le nom de... alors attendez, je crois que je sais plus si en anglais c'est Simulate. Voilà, enfin je crois que c'est Simulate en anglais que l'on peut traduire par simulant, donc tout simplement parce qu'ils reproduisent les humains après, enfin parce que tout simplement ils reproduisent les humains, vous l'avez bien compris. Et encore une fois, c'est une bonne idée parce que c'est vraiment ce qu'il se passe dans le film. Mais du coup, si on va au-delà de ce débat, mais si on va plus précisément dans ce débat, on remarque que le personnage principal, lui, il est dans le camp des personnes qui n'en ont rien à faire des robots, dans le sens où il considère vraiment que ce sont des menaces pour l'humanité. Et par rapport à ça, on peut le comprendre, parce que si il n'y avait pas d'explication, on pourrait se dire mais pourquoi les humains considèrent que l'IA est une menace? Et en fait, pour pouvoir créer ce sentiment-là, il faut un événement majeur, et dans le cadre du film, c'est une bombe qui a explosé à Los Angeles et qui a décimé du coup toute la ville et près de 10 millions d'habitants. Donc c'est une bombe nucléaire qui a explosé, et on nous le présente au début du film comme étant le fait des robots qui ont pris la décision d'éliminer une certaine partie de la population. Mais sauf que même là, quand on entend cette information-là, on se dit, bon, l'information n'a pas l'air très claire non plus, est-ce que c'est vraiment les robots qui ont balancé la bombe ou non? Mais au moins ça nous permet de savoir pourquoi le personnage de Joshua a autant de mal à considérer les robots comme des humains. Étant donné d'ailleurs que comme des humains. Et c'est pour ça qu'il veut les éliminer, parce que dans le film, on a d'un côté donc l'Occident qui a décidé suite à cela de dégager toutes les IA de son territoire, et même au-delà de ça, de la planète tout entière. Et de l'autre, on a du coup l'Orient, du côté Asie du globe, qui décide tout simplement d'intégrer l'IA dans sa population, d'en faire des membres à part entière de leur peuple, parce que c'est pour eux ça qui représente l'évolution, et sachant que d'autant plus, ces robots-là, ils se comportent plus comme des humains que des vrais humains, dans le sens où ils sont empathiques, ils prennent soin des personnes qui sont dans le besoin, des enfants qui sont à l'agonie ou à l'abandon, et ont vraiment ce côté, on est tous dans la même galère, autant faire en sorte qu'on se retrouve tous ensemble. Et je trouve que cette séparation de camps-là a donc un sens dans le film, mais on peut se dire en même temps qu'elle est un peu ratée, parce que on nous présente pas dans le film en fait des robots qui sont méchants, des simulants, je sais plus, des simuleurs, bref, j'ai encore oublié le nom, qui ont pour vocation de détruire l'humanité. Et c'est là où moi je considère qu'il y a un petit souci, parce que dans le film, à un moment, il y a des personnages, une chef d'une troupe américaine qui explique qu'elle a perdu un fils et qu'il a été en fait piégé par un robot et d'autres humains. Et de par ce biais-là, on pourrait se dire que c'est suffisant pour penser que les robots sont des méchants.
Sauf que c'est pas du tout le cas, étant donné qu'on ne le montre pas à l'écran, on ne nous montre pas une scène où le fils est totalement, je sais pas, comment dire, il est totalement torturé, ou il est totalement mis de côté, coup de coude dans la tête. Enfin, voilà, on peut pas créer de l'empathie pour un sentiment comme celui-là, dès le moment où on ne le montre pas, et on nous montre pas du coup des robots qui prennent plaisir à faire souffrir les gens. Même si on nous présente, enfin on nous montre la bombe nucléaire qui explose sur Los Angeles, là encore c'est un événement un petit peu, comment dire, un petit peu distant par rapport à la manière dont on peut le percevoir, étant donné qu'on voit juste une bombe exploser sur une ville et pas les gens souffrir encore une fois. Et même si on s'intéresse plus précisément encore une fois au personnage de Joshua, eh bien on voit que lui-même les seuls arguments qui font qu'il est contre les robots et qu'il considère que c'est des menaces et qu'ils n'ont pas de sentiments, c'est parce que à cause de cette bombe nucléaire, eh bien il a perdu son père, sa mère et un frère. Et en nous présentant ça avec quelques lignes de dialogue, on comprend que ça l'a fait souffrir et qu'il est très compliqué pour lui du coup de faire confiance aux robots, étant donné que la source du problème vient d'eux. Sauf que les robots, comme je vous le disais tout au long du film, on ne les voit pas en tant que menace, on ne les voit que comme des gens qui veulent protéger. Enfin oui, on les présente même comme des personnes qui veulent protéger d'autres personnes, d'autres robots, etc. Et tout simplement vivre dans un monde en paix où ils ne seraient pas poursuivis par X ou Y personnes, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme des robots. En fait, ça me fait vraiment penser à une sorte de stigmatisation d'une partie de la société sous prétexte que un d'entre eux a fait une erreur, tous les autres sont à mettre dans le même panier et à jeter aux oubliettes. Sauf que, bon, les loulous, c'est pas comme ça que ça marche sur notre petite terre. Bon, enfin si, c'est comme ça que ça marche, mais c'est pas pour autant que stigmatiser tout un peuple, eh bien ça permet de prendre une bonne décision. C'est même la solution de facilité, c'est pas comme ça que le monde tourne. Oui, je me permets de dire ça du haut de mes petits 27 ans. Voilà, vous avez mon âge désormais. Donc arrêtons de partir là-dessus, mais en tout cas, Gareth Edwards, en prenant le parti pris de montrer ça comme ça, c'est plutôt intéressant, ça lui permet aussi de faire une petite critique de notre société. Mais au cours des 2 heures de long métrage, on a l'impression quand même que Gareth Edwards, il aurait voulu rajouter d'autres choses dans son film qui manquent cruellement à l'ambiance générale, je trouve. Et donc comme je le disais, le côté méchant des robots, j'ai vraiment l'impression que ça pouvait faire partie du long métrage, mais qu'à la décision finale, ils ont décidé de retirer toute cette partie-là, parce que ça pouvait alourdir le film, ou allonger beaucoup trop la durée du long métrage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, le film dure 2 heures, mais la première director's cut, si on peut l'appeler comme ça, elle durait 5 heures. Et donc, on est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces 3 heures de film qu'il manque à la version potentiellement finale de The Creator. Et moi, je me dis vraiment qu'il y a tout un pan du traitement des robots qui est passé aux oubliettes et qui aurait pu avoir une importance donc beaucoup plus importante. Et on sent qu'il essaye peut-être, Gareth Edwards, de laisser transparaître ce sentiment-là au cours de son film, par le biais de policiers robots qui décident potentiellement d'éliminer, de prendre la décision d'éliminer Joshua, donc le personnage principal. Mais sauf que à chaque fois qu'ils prennent cette décision-là et qu'ils sont arrêtés, bien entendu, on se dit que même s'ils avaient réussi à l'éliminer, ils auraient été dans leur droit, étant donné que le mec il est tout simplement là pour détruire toute trace de robots ou toute trace d'humains qui aident les robots. Parce que oui, il y a aussi ce côté-là de oui, nous sommes l'Occident, nous sommes l'Occident, la seule chose que nous voulons, c'est détruire les robots, donc ne vous inquiétez pas, on va pas vous tirer dessus. Sauf qu'à chaque fois que l'armée américaine apparaît quelque part, eh bien, ils sont pas là pour choisir d'éliminer seulement les robots. Si éliminer les humains leur permettent de détruire les robots et de détruire les IA, ils vont le faire sans hésiter, et ça nous dépend encore une fois, l'humanité, ou du moins les Américains de ce côté-là du globe, on va y arriver, comme des tristes enfoirés. Voilà, excusez-moi du terme. Et même au-delà de ça, l'arme qui fait le peur à toute la partie du coup orientale du globe, je trouve qu'elle représente une sorte de problème dans l'histoire, dans le sens où cette grosse arme-là, donc je vais vous la décrire, c'est une sorte d'énorme vaisseau qui
se retrouvent à se balader sur toute la surface du globe, ou du moins sur la partie qui aide les robots, donc toute la partie orientale. Et à chaque fois qu'ils repèrent des robots ou qu'on leur indique que l'IA se trouve à ce point X ou à ce point Y, et ben ils vont balancer leur bombe sans forcément faire attention, on va dire. Et ce qui donne vraiment l'avantage aux États-Unis, eh bien c'est cette grosse arme-là. Bon, je dis les États-Unis parce que bon, le seul pays qu'on nous montre de l'Occident, c'est les États-Unis encore une fois, ce qui est un peu dommage. Et on a vraiment l'impression que c'est eux du coup les ennemis. Mais sauf que l'autre problème de cette arme, c'est en fait c'est que c'est vraiment que ça la menace en fait. C'est-à-dire que l'objectif de l'Orient, c'est de détruire ce gros vaisseau qui a nécessité, il me semble, 10 ans de création, entre le moment du coup, entre la bombe nucléaire où la bombe nucléaire elle a explosé à Los Angeles et le moment où le film commence réellement. En voyant ça, j'avais juste l'impression que c'était vraiment pas compliqué de détruire le vaisseau. Enfin, je sais pas. T'as juste à potentiellement t'introduire dedans, à balancer une petite bombe, et puis c'est carré, en vérité. Et je vais vous balancer un petit spoil. Enfin, à la fin du film, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le vaisseau, ils sont deux. Donc il y a la petite loupiote là, et la petite loupiote robot, on va l'appeler comme ça, et le personnage principal qui se retrouve dans le vaisseau. Et le personnage principal, il colle juste une bombe sur un des missiles qui sont présents sur le vaisseau. Et ensuite, ça fait une réaction en chaîne qui pète tout. Mais avec une facilité, enfin, c'est sur le dernier acte. En vérité, ça dure peut-être 10-15 minutes, et ils arrivent seulement à deux à tout détruire. Bon, même si la petite, elle est là, elle a des pouvoirs du coup de contrôle de la technologie, elle peut tout éteindre, ses pouvoirs peuvent grossir en fonction de son développement, donc elle grandit comme un humain on va dire, et plus elle grandira, plus elle aura de pouvoir, mais même avec ça, ça reste une enfant. Et on dit que les deux, lorsqu'ils arrivent dans du coup ce vaisseau gigantesque, grosse menace de l'humanité, on est quand même dans un des vaisseaux, enfin non même pas un des vaisseaux, le vaisseau le plus important du côté occident de la planète, voire même de la planète tout entière, et il n'y a pas un seul garde qui est capable d'arrêter la petite. Et là, c'est même pas qu'il n'y a pas un seul garde, c'est pas qu'il n'y a qu'un seul garde qui peut arrêter la petite, c'est qu'il n'y a vraiment déjà aucun garde qui défend les points d'importance dans le vaisseau. Alors qu'il y a quand même comment ça s'appelle, enfin c'est pas la salle des machines, mais c'est l'endroit où qui est ultra vital pour le vaisseau, qui est au cours du film sans défense. Et la petite arrive quand même à accéder à cet endroit-là, à tout contrôler et à faire en sorte que le vaisseau puisse être détruit. Enfin bref, je vais arrêter cette petite partie spoil, mais tout ça pour dire que scénaristiquement, on sent qu'il y a des manques d'explications qui peuvent bien nous faire comprendre que telle ou telle action ou telle prise de décision est logique, étant donné que il y a des choses qui ont été faites avant. Et le fait que les deux, encore une fois, soient tout seuls, ça casse un peu le délire. Mais bon, après globalement au niveau de l'histoire, ça ouvre des débats, il manque plein de choses, je leur dis encore, mais ça reste quand même assez cohérent sur pas mal de points, et ça laisse quand même une question ouverte, ça laisse quand même des ouvertures concernant le traitement des machines, est-ce qu'on doit les accepter ou non. Bien qu'on sente vraiment que Gareth Edwards, par rapport à son film, il a pris le parti de dire les robots, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils ne sont pas bons, et ça ne sert à rien de les juger si ils n'ont rien fait de mal. Même si encore une fois la bombe nucléaire a explosé, il ne faut pas oublier, et c'est un des robots qui le dit dans le film, que cette erreur-là, cette explosion-là, elle vient d'une erreur humaine. Avant que les robots puissent prendre des décisions, il y a tout un délire de programmation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une machine, elle ne peut pas être créée sans rien. Et donc ça ne sert à rien de considérer les robots comme les fautifs, étant donné qu'en amont, eh bien, c'est les humains qui ont fait n'importe quoi. Donc même là, on sent qu'Edwards, il a vraiment envie de dire, les gars, quoi qu'on fasse, les robots, ça peut être vraiment d'une utilité impressionnante pour l'humanité. Et il faut juste prendre un peu de recul et se dire, c'est notre faute, c'est nous qui avons créé les choses, faisons attention à certains points, et on pourra tout simplement avancer et continuer le progrès. Et si on se tourne du côté des personnages, eh bien, comme je le disais précédemment, les deux personnages principaux, c'est vraiment Joshua, interprété par John David Washington, et la petite fille, Alfie, qui est interprétée par, alors attendez, je regarde le nom, Madeleine Yuna, ou je crois que ça se dit Madeleine Yuna.
Et il y a aussi la troisième personne qui est du coup interprétée par Gemma Chan et qui représente donc la femme du personnage principal et une personne qui est liée du coup à la création des robots et de l'IA au global, ou du moins de l'IA telle qu'on la connaît dans le film. Et ces trois personnages-là, vraiment, ils sont à fond, enfin on les voit le plus au cours du film, mais c'est vraiment la plus petite, du coup Alfie, on va l'appeler comme ça. Enfin, on va pas l'appeler comme ça, c'est le surnom que lui donne le personnage de Joshua au cours du film, qui saura potentiellement vous émouvoir. Parce que la petite, enfin l'actrice du moins, au moment du tournage du film, elle n'avait que 7 ans. Aujourd'hui, elle en a 9, mais à un moment où ça a été tourné, elle n'a que 7 ans, et au vu de sa prestation, on peut que se dire que l'avenir lui tend les bras. Parce que la prestation de la petite, la manière dont elle arrive à pleurer sur commande, de créer de l'empathie, de bien nous faire comprendre en même temps que c'est un robot, mais qu'en même temps, elle a ce côté humain qui fait qu'on peut s'attacher à elle. Je trouve que la petite, elle a totalement compris les enjeux du personnage et qu'elle l'a retranscrit d'une manière très pertinente. Et c'est assez fou de se dire ça pour une petite qui est du coup aussi petite, comme je le disais. Donc clairement, à surveiller la petite Madeline Yuna. Je pense que plus tard, elle aura un avenir radieux. Du côté de John David Washington, rôle, on va dire, plutôt basique. Le gars a tout perdu, il essaie de retrouver ce qu'il a perdu. Il n'a jamais pu faire confiance aux robots et au final, il va réussir à leur faire confiance et à les considérer comme des êtres à part entière, des êtres vivants qui sont dignes de son attention, on va dire. Mais au-delà de ça, a priori, je me dis que d'autres personnages auraient pu très bien, enfin, d'autres acteurs auraient pu très bien récupérer ce rôle-là. J'avais pas l'impression que John David Washington, il a balancé une prestation incroyable ou inoubliable, mais en tout cas, elle est efficace. Le gars est sympathique à regarder, pas dans le sens où il est beau gosse, mais dans le sens où ça va, on arrive à s'attacher à lui, même si, je me permets de le dire, mais sa coupe afro, ça je l'entends, ça va, mais le petit délire de coloration blonde, c'est dégueulasse, voilà, je me permets de le dire, mais peu importe, l'acteur arrive quand même à nous faire ressentir des choses, mais c'est pas non plus inoubliable. Et du côté de Gemma Chan, personnage cool aussi, rien de surprenant, rien d'innovant. Moi, je l'avais vraiment beaucoup apprécié dans le film Les Éternels. Mais au niveau du jeu, je suis pas un expert non plus, mais les deux se ressemblent. Enfin, le personnage de Gemma Chan dans Les Éternels et celui de la mère dans... Enfin, je l'appelle la mère parce que j'arrive pas à retrouver son nom, mais dans The Creator, eh bien, il est pas non plus exceptionnel. On comprend ses enjeux, on comprend ses liens avec les robots, pourquoi elle veut les défendre, parce que c'est une grande partisane de la défense des robots, parce que c'est des gens qui se sont occupés d'eux, enfin c'est des gens, oui, on va dire c'est des gens par rapport au film, mais ces robots-là se sont occupés d'elle, ils ont fait en sorte qu'elle grandisse bien, malgré le fait qu'elle ait perdu ses parents, etc. Et on comprend du coup son attachement, mais au-delà de ça, la prestation de Gemma Chan est normale, et on va pas forcément lui jeter des fleurs. Et puis le dernier personnage qui, je pense, mérite qu'on s'attarde rapidement sur lui, c'est le perso d'Harun, interprété par Ken Watanabe, qui, Ken Watanabe, on va y arriver, on ne le présente plus non plus. Dans Godzilla, on pouvait le voir notamment, et dans ce film-là, il interprète un robot, et ce robot-là arrive là aussi à faire transparaître beaucoup d'émotions qui, je pense, feront écho à pas mal de personnes. Et moi je trouve que niveau émotion ressentie et attachement des personnages, c'est vraiment du coup Ken Watanabe qui a réussi à créer cela et Madeline Yuna, soit les robots. Et est-ce que c'est pas encore une fois Edwards qui a fait exprès par rapport à ça, en voulant montrer que les personnages les plus attachants, les plus humains finalement, c'était des robots et non pas les humains eux-mêmes. Peut-être que c'était un choix, ça je n'ai pas l'information, vous me direz si vous l'avez dans les commentaires, mais en tout cas c'était très efficace pour les deux robots et ces deux personnages là. Côté, on va s'intéresser quand même au niveau musique et visuel. Niveau musique, que je vous dise pas n'importe quoi, il me semble que c'est Hans Zimmer, si je ne dis pas n'importe quoi, qui s'en est occupé, et oui, c'est bel et bien lui. Et bien, côté musique, rien d'exceptionnel non plus, l'ambiance est compréhensible, il y a une ambiance, il y a beaucoup de musique de tension,
peu de musique de joie, beaucoup de musique qui tend vers la tristesse. Encore une fois, je ne suis pas compositeur, donc je ne suis pas un expert, mais je trouve que ça fait le taf sans non plus être un grand classique. Et comment dire, comme on pourrait penser des musiques qu'il a créées, notamment pour les films Inception ou encore Interstellar. Et là, je suis pas sûr qu'avec The Creator, on réécoutera ou on réutilisera ces musiques au cours des prochaines années, et je ne pense pas non plus qu'on les considérera comme cultes. Et puis niveau visuel, et là au niveau de la photographie, on retrouvait un gars que vous devez très bien connaître. Moi je le connais bien, vous voyez, mais je suis quand même obligé de regarder son nom parce que j'ai tendance à l'oublier. C'est Greg Fraser, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais voilà. Et c'est lui qui s'était notamment occupé de la photographie de Rogue One, de The Batman, et bien entendu du film Dune, pour lequel il a été oscarisé. Et encore une fois, là, niveau taf, c'est une masterclass. Voilà, c'est une masterclass, utilisons le terme que tout le monde utilise aujourd'hui, parce que ouais, enfin niveau image, ça rend super bien, c'est magnifique. Le film a été d'ailleurs tourné dans pas mal de pays aux quatre coins du monde, donc notamment il me semble qu'ils ont fait un tour vers l'Himalaya et qu'ils ont passé du coup pas mal de temps en Thaïlande. Et le travail qui a été fait ensuite en post-prod pour ajouter les bâtiments, les bâtiments futuristes, le côté SF, donc avec les vaisseaux, les voitures, etc. Ça passe tout seul. Enfin vraiment, on peut se dire que c'est réel. Et c'est typiquement ce qu'on attend d'un film en 2023. Avoir une photographie qui est magnifique, qui nous fait ressentir des émotions à chacun des plans ou presque. Et ce côté réaliste avec les VFX qui sont utilisés et qui nous permettent tout simplement de nous dire encore une fois que c'est réel. Et là le combo il a été respecté à 200%. Et encore une fois Greg Fraser et les équipes qui ont travaillé sur le film au niveau des effets spéciaux ont fait un travail magistral. Bien joué les gars, vous me direz ce que vous en pensez, mais même dans les trailers, vous pouvez voir les différents trailers, on pouvait déjà ressentir ce truc là. Et voilà, je le redis encore une fois, ça a été bien montré, bien validé, et on applaudit ce boulot. Donc, je crois que je vous ai un petit peu tout dit au niveau de l'imagerie, au niveau du visuel, au niveau de l'histoire. Yes, ouais, je vous ai tout dit. Donc là, je pense qu'on peut, s'attaquer à la conclusion. Pour finir, ce que vous pouvez retenir de tout cela, c'est que le film vaut quand même le coup d'être vu, même si moi je considère quand même que par rapport aux autres films de Gareth Edwards, même si je ne les ai pas tous vus, j'ai une tendance à préférer et de loin Godzilla, et juste en dessous, ou même niveau, juste en dessous plutôt Star Wars The Rogue One Story, pour ce qu'il avait dépeint et la manière dont il avait traité des univers qui étaient déjà connus. Mais là avec ce nouvel univers, on a l'impression qu'il y a quand même des possibilités, et que ça peut créer d'autres choses avec The Creator, mais je sais pas, je suis sorti du film en n'ayant pas cet effet waouh, où je me suis dit, le film est irréprochable, bravo à Gareth, tout est magnifique de A à Z, j'ai pas eu ça du tout. Je me suis juste dit, je passe un bon moment, les débats qui sont évoqués sont intéressants, mais je reste quand même sur ma faim parce qu'ils auraient pu balancer plein d'autres choses, apporter encore une fois ce côté méchant des robots qui manquait cruellement au film et qui aurait pu rajouter un autre débat à ce film-là, au lieu de dépeindre les humains ou la majorité des humains du côté de l'Occident comme des démons, ça aurait pu rajouter un côté où on peut avoir plus d'empathie pour eux et comprendre leurs choix. Même si ça a été montré par quelques interactions, mais je trouve que c'était pas suffisant. Et encore une fois, par rapport au film, on voit bien qu'au final, aucun robot n'est méchant, donc ouais, je trouve que ça manquait vraiment. Après pour le reste, niveau casting, ça allait mais sans plus, sauf du côté des robots comme je le disais. Et encore une fois, faudra vraiment surveiller la petite qui interprète l'arme de destruction massive, l'arme de destruction massive qu'est le robot. Enfin, je dis l'arme de destruction massive qu'est le robot, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc à surveiller dans l'avenir, je pense en tant qu'actrice. Et encore une fois, bien joué à Ken Watanabe qui fait encore le taf. Donc ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce film. Ça fait plaisir en tout cas
d'avoir suivi un film qui a été créé à partir de rien. Là où encore aujourd'hui, on a des choses, on a vu plein de films qui se servent de choses qui sont déjà existantes pour créer des projets qui sont plus ou moins innovants, si je puis dire, sans critiquer les derniers gros films qui sont sortis comme Barbie et Oppenheimer que j'ai surkiffé. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir, il faut tenter encore plus ce pari-là. Peut-être pour Gareth Edwards, essayer d'étendre l'univers, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à raconter. Et ouais, parce que bon, je spoil encore une fois un petit peu la fin du film, mais à la fin du film, du coup, ils arrivent à péter le vaisseau. Le vaisseau qui a un peu cette image de Big Brother, qui surveille un peu le monde entier. Et tout le monde est heureux, tout le monde est content, mais sauf que... sauf qu'on se dit, vu que le vaisseau est pété, est-ce que... la guerre ne peut pas se terminer comme ça. Les gars sont en guerre depuis 10-15 ans, je sais plus exactement depuis combien de temps, mais juste en pétant le vaisseau, j'ai pas l'impression que ce soit suffisant. Donc même si les personnages de Gemma Chan, interprétés par Gemma Chan et John David Washington, sont morts à la fin, on a le droit de se dire, continuez d'étendre le film, continuez d'étendre l'univers, plongez les deux mains dedans et présentez-nous quelque chose qui peut être plus innovant et plus intéressant. Donc il y a d'autres choses à raconter, sortez d'autres trucs, et moi j'ai cette petite envie de voir ce que pourrait donner un The Creator 2 ou d'autres films dans cet univers. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez après que vous ayez vu le film. Je vais arrêter là parce que la critique commence à être extrêmement longue au moment où je la tourne. Je suis presque à 40 minutes, donc j'ai pas encore cut certains trucs, mais voilà. Donc c'était Ludo, du Ludoverse. Abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un like, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et de maximiser un peu les stats, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine dans d'autres univers. C'était Ludo, salut!